Hello, everyone. Thank you for joining us today Bonjour à for tous, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour une conversation sur la vérité et la réconciliation en classe. Je m'appelle Brooke Campbell, je suis la directrice intérimaire des programmes de la Société d'histoire nationale du Canada. Je tiens à préciser que je diffuse cette émission depuis Canmore, Alberta, qui fait partie du territoire visé par le traité numéro. C'est les terres ancestrales des nations Stoney Nakoda, Blackfoot, Confederacy et Tsunika. Historiquement, la vallée de la Voie a été un lieu de rassemblement traditionnel pour de nombreux peuples autochtones et les paysages qui m'entourent revêtent une signification particulière. Je suis très reconnaissante de pouvoir non seulement travailler et vivre ici, mais aussi de pouvoir en apprendre davantage sur ces liens avec la terre et les lieux sacrés et de les honorer. Au cours des 3 mois, discoveries of these sites adds to our des growing milliers de tombes understanding non marquées ont of the été découvertes truth sur les sites d'anciens pensionnats. La découverte de ces sites ajoute à notre compréhension croissante de la vérité du système des pensionnats. Alors que des conversations ont lieu dans tout le pays au sujet de la vérité de l'organisation et des 94 appels à l'action, les élèves se préparent à retourner à l'école. Ils l'ont déjà fait, ils en sont toutes des questions. Aujourd'hui, nous allons entendre 4 électeurs. Ils vont partager leur propre expérience et leur perspective unique. Vous allez entendre des recommandations et découvrir différentes façons de parler de l'histoire et de l'héritage des pensions indiens avec vos élèves. Après leur conversation, nos panélistes répondront aux questions du public. Alors, n'hésitez pas à se mettre vos questions dans la boîte Q&A et n'hésitez pas à participer à la conversation dans la boîte de discussion. Je ne veux pas prendre plus de temps et souhaite que vous rencontriez tous nos fantastiques panélistes. Je vais les laisser se présenter et ensuite commencer la conversation. Hello, Tansei. Hello, bonjour. My name is Gavin Bergeron. Bonjour, je suis Gavin Bergeron, je suis de Manitoba et je suis un fier membre autochtone. En 2016, j'ai eu atteint la commission de vérité et de réconciliation représentant les jeunes de mon école à ce moment-là. Merci de m'avoir permis d'être ici. Un peu sur moi, pendant mon temps au premier cycle, j'ai eu le privilège de représenter les étudiants autochtones à l'Université Saint-Paul, que ce soit sur le centre autochtone ou avec les associations des étudiants. Un des rôles que j'ai pris soin des aînés quand ils sont sur le campus. C'était un moment spécial pour moi. Je travaille aussi et travaillais à Manitoba pour le Leadership Canada, ça inclut les chefs, les aînés. L'année dernière, je travaille avec un IA, avec la diffusion qui m'a amené aussi. Alors, merci de m'avoir parmi vous. Je suis Sylvia Smith, je viens des territoires non cédés algonquins, sur une ville qui est connue comme Ottawa. Je suis deuxième génération de colonisateur. Je suis né sur ces territoires, sur une ferme, juste en dehors de Saskatoon, mais les 30 ans passés, je suis ici, c'est chez moi, sur le territoire algonquin, et j'essaie de mon mieux de faire de mon mieux pour être une citoyenne responsable de ces territoires. Les peuples algonquins ont eu beaucoup de difficultés que d'autres nations parce qu'Ottawa est la capitale canadienne et il y a plusieurs nations qui se rassemblent ici. C'est une des choses que je suis engagée, c'est de souligner les défis des peuples algonquins. Je suis une enseignante à la retraite maintenant, mais j'ai enseigné pendant 25 ans comme alternante au lycée, substitut au lycée. Beaucoup de mes étudiants ont appris les pensionnats en 2006 et c'était un chemin depuis ce moment-là jusqu'à ma retraite à cause de la commission de la vérité et de la réconciliation qui a fait son travail. C'est là où le projet of Heart est devenu un événement qui s'est passé à l'événement national de la commission de la vérité et de la réconciliation parce que c'est centré sur l'apprentissage, sur les pensionnats, les enfants et tous les enfants qui sont décédés à cause
de la dépravation, de l'expérience de ces pensionnats. Avec ça, je vais vous dire que je suis honorée avec ce panel aussi et d'être capable de répondre à certaines des questions qui seront posées et qui des participants. Je vous remercie. Je suis Maxine Hildebrand. Je suis enseignante depuis 9 ans maintenant dans une école rurale, petite, 1 heure à l'ouest d'Edmonton, en Alberta. Et j'enseigne essentiellement dans une école qui, pour les étudiants autochtones, je suis Première Nation moi-même. Je suis membre de Perkins Lake, Première Nation de Saskatchewan. Ça, c'est localisé 2 heures au nord de Saskatoon. Je suis Cri du côté de ma mère et Métis du côté de mon père. Et je suis très intéressée à enseigner les jeunes notre histoire, l'histoire de notre peuple, et de les familiariser aux histoires qui ont été perdues, et pas racontées, pas mentionnées. Il paraît que notre histoire, en grandissant, c'était d'un seul côté, les histoires qui viennent des Premières Nations. Et moi-même, j'ai grandi à travers le système d'éducation, franchement, sans savoir l'histoire des pensionnats, sans savoir, même si j'ai des membres de la famille proches qui ont été élevés dans des pensionnats et aussi dans des, dans des écoles. Voilà, je suis une maman, je suis une épouse, une grand-mère. Je suis intéressée d'élever mes petites filles en sachant notre histoire, notre culture. Et avec ça, je pense que on va aller directement dans nos questions. Alors, on a préparé certaines questions aujourd'hui. Alors, je vais présenter la première question. La question est pour, pour les enseignants. Et c'est comment présentez-vous l'histoire des pensionnats autochtones à des élèves qui n'en auraient jamais entendu parler auparavant? Et je dois dire que même si j'enseigne dans une école où 95% des étudiants sont des étudiants autochtones, plusieurs d'entre eux vraiment ne savent pas l'histoire des pensionnats. Et on a fait le partenariat avec d'autres écoles, on a appris, on a enseigné d'autres élèves qui n'en savaient, qui n'avaient pas une compréhension des pensionnats, qu'est-ce qu'ils représentent. Et j'ai trouvé que pour moi-même, pas que je, je ne pense pas qu'il y ait des solutions pour tout, la même solution pour enseigner les écoles de réserve. Mais je veux vous dire comment est-ce que je le fais. Quand je parle de ce sujet aux élèves, d'abord, il faut que vous connaissiez vos élèves. Il faut que vous sachiez c'est quoi leur histoire, c'est quoi, quel niveau d'apprentissage, comment ils sont, est-ce que c'est approprié de les enseigner de leur côté Alors, je commence généralement avec, je leur lis une histoire, une pièce de littérature qui serait écrite par un survivant des pensionnats. Et peut-être, je commence avec raconter exactement de ce que c'était les pensionnats et pour y aller, d'y aller, pour étudier, d'être élevé là-bas. Et à partir de là, on aurait des questions, discussions de classe concernant le pensionnat. En fait, pourquoi ils ont été écrits et pourquoi on en a besoin. Et pour aller dans de cette discussion, vous avez besoin de comprendre l'histoire canadienne précoce et d'être capable d'expliquer comment, quand le pays a été établi, les premières politiques d'assimilation qui étaient vues comme la façon comment aider les Autochtones
interagir et devenir avec la société Canada au plus large pour prendre leur place. Et vous amenez comment est-ce que notre pays a été formé, de parler de l'histoire, dans mon cas, c'est ce fait, et les raisons pour lesquelles le gouvernement a amené les pensionnats. Le propos, c'était de séparer les Premières Nations de leur culture pour qu'ils rentrent dans la société en général. On commence normalement avec ça. On regarde les, les histoires qui émergent de là, les questions. On regarde de près les survivants et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir leurs histoires racontées, acceptées et de partir de là. Je dirais que je commence par une histoire, une discussion dans classe, peut-être de parler aux aînés, avoir des aînés qui viennent et racontent leurs histoires et de répondre aux questions que des étudiants puissent savoir. Et ça part de là. Alors, je passe la parole maintenant à Sylvia et voyons ce que vous allez dire par rapport à ça. Merci, merci, merci de nous avoir fait savoir comment est-ce que vous amenez un sujet comme ça alors qu'il y a tellement de gens qui sont ignorants de toute histoire en dehors de l'histoire qu'on raconte. Comment adopter votre enseignement et que ça soit approprié? Et c'est incroyablement important parce qu'on a grandi avec l'idée qu'il ne faut pas traumatiser les enfants. On ne veut pas traumatiser personne, les étudiants, les âgés, les adultes. Je pense que la seule façon d'enseigner des choses d'une façon appropriée pour un âge. Je réitère comment est-ce que le point de Maxine est abordé. Il faut connaître vos étudiants, il faut les connaître. Et ça, c'est la première des choses que je ferai avec tous les étudiants. Trouver un peu l'historique de vos étudiants, d'où ils viennent, les choses qu'ils aiment, les choses qu'ils n'aiment pas, qui sont leurs parents. En fait, you actually have to start seeing yourself as a learner, an active learner with your young people. In other words, you're collaborating together in this learning journey that that ignites emotional reactions. So in order to do that, you have to build trust. Ça, il faut que bâtir la confiance. Je pense que c'est très important de bâtir la confiance avec les jeunes, les plus jeunes. Et je vais vous dire comment est-ce que j'ai orchestré la classe et comment les arranger. J'ai appris un peu qui ils sont individuellement, leur famille. Quand je suis arrivée dans la partie de l'histoire, le manuel d'histoire, on parle de l'établissement du Canada au début. C'était le temps, ça c'était en 2007, en 2006, où on est rentré dans l'enseignement quand les pensionnats pour les étudiants, à cause d'un étudiant qui faisait une sorte de recherche et il a vu un rapport de Peter Rice, qui est un docteur des pensionnats. À cause de avec sa réponse émotionnelle, on lit où il était mentionné qu'il y avait des enfants qui étaient décédés. J'ai été vraiment préoccupée par la réponse d'autres étudiants. Alors, ça, c'est à ce moment-là que on a vraiment eu à se réunir comme personnel pour parler mais comment on va enseigner ces enseignements difficiles?
Qu'est-ce qui s'est passé sur une période de temps? C'est que ce qui a fonctionné pour moi, c'est de laisser, quand on est arrivé à ce sujet, je veux que les autres enseignants sur le personnel sachent, c'est ça ce que nous allions faire dans la classe. Je laisse savoir aux parents qu'on va parler de certains faits perturbateurs de l'histoire du Canada. Je dis aux parents, les responsables, les tuteurs, les grands-parents, et je leur dis parce que nous avions dans le personnel un travailleur social et un conseiller. Je leur faisais savoir, je leur disais que j'essaie de mon mieux pour créer un environnement où la communauté scolaire est notifiée. Et aussi, j'essaie de trouver à l'avance c'est quoi l'historique des étudiants concernant les expériences qu'ils ont dit dans leur vie. L'école où j'ai enseigné avec très diverses. Alors, certains des enfants sont passés à travers des expériences de la guerre avant de venir au Canada. Certains d'entre eux étaient des réfugiés. Il était devenu très, très important pour nous d'approcher le sujet avec sensibilité et de ne pas s'arrêter quand l'apprentissage devient dur. Et aussi prendre parti des ressources excellentes. Mais à ce moment-là, on n'avait pas de ressources. Il y a 10, 15 ans, quand j'ai commencé à faire ce travail, il n'y avait pas des ressources et les ressources qui venaient seulement du cercle autochtone. Mais pour les enseignants maintenant, surtout au niveau élémentaire et des premières années, il y a plus de ressources. Et je vous invite à aller Project of Heart, le site web de Project of Heart, parce qu'il y a des ressources qui sont listées. Je peux vous montrer des choses physiques ici. Mais ça, c'est le premier endroit où je dois peut-être pour lire aux étudiants, aux enseignants, lire, peut-être même inviter les membres de la famille s'il y a quelqu'un. Nous sommes tous en Zoom maintenant. Je n'enseigne plus, alors je n'ai pas à gérer ça. Mais oui, les ressources, il y a plus de ressources maintenant. Je vous invite aussi, les enseignants des jeunes élèves, c'est de reconnaître qu'il y aura des réponses émotionnelles de ça et de laisser les élèves parler de leur peur, leur permettre d'avoir cette voix. Si on ne leur permet pas de parler ou d'une façon ou d'une autre, démontrer comment ils se sentent, alors ça ne va pas être l'apprentissage que vous voulez. Pour mes étudiants, je fais qu'ils fassent de l'art. C'est sorti dans le projet, ça s'appelle Project of Heart, une fois qu'ils apprennent concernant l'histoire, une histoire qu'ils n'avaient jamais entendue. L'art était une façon. Une autre façon, c'est de prendre ce qu'ils avaient appris, ce qu'ils apprenaient, et de battre. Bien sûr, l'art, la musique, c'est une façon d'enseigner, mais ayez une justice sociale, un volet de justice sociale pour soutenir ces enfants. Et ça, c'était il y a plusieurs années. Ils luttent ils ont la même lutte que mes avaient, c'est-à-dire pour avoir les services d'éducation, les services sociaux, tous les services. Mes enfants aimaient
mes petits-enfants prennent pour acquis et une personne, un enfant autochtone est une lutte. Alors, mon expérience en tant qu'enseignant, c'est d'habiliter que nos étudiants font. Ça, c'est de se laisser s'impliquer. Et je veux que vous sachiez, et il y a plein de ressources pour les enfants qui sortent de Caring Society. Tout ce que vous allez à faire, allez sur leur site web, ils sont gratuits, ils sont en ligne. Vous n'allez rien à perdre à aller. Ce que je mentionnerai aussi en ce qui concerne d'habiliter les étudiants à faire quelque chose qui, qui les aide à être propriétaires, disons, de ce savoir, d'être capables de parler à leur famille de ça. Et je trouve qu'avec plusieurs de mes étudiants, avec les tables de souper, par exemple, ils utilisent leur apprentissage pour parler au monde de la famille, d'avoir ces sujets difficiles, le racisme, le sexisme, tous les ismes, et des fois, j'ai des appels de membres de la famille de ce que leurs enfants apprennent. Mais cet apprentissage inconfortable a ouvert la porte pour démystifier certains des mythes et qui sont perpétrés. OK. Je pense que j'ai utilisé je suis très préparée à partager toutes les ressources que je peux. Mais pour cela, je vais passer la parole à Gavin. Gavin, vous êtes là, vous pouvez prendre. Merci. Juste, je crois que c'est facile d'oublier que les étudiants, leur curiosité, on doit en tenir compte dans l'apprentissage. Je sais que l'éducation qui est toujours là. Alors, certainement, on peut être d'accord. Cela dit, on peut se poser la question pourquoi. Enfin, moi, je comptais parmi ces étudiants-là. Alors, c'est important aussi de répondre à la question pourquoi. Alors, d'engager la curiosité et que ce soit peut-être de meilleur augure, de meilleur. Enfin, je pense à mon grand-père, ma grand-mère. Et comment est-ce que l'on peut présenter cela, en tenir compte de l'âge et aussi de se concentrer ça là-dessus? Comment, moi, j'ai pensé, quelles sont les valeurs et aussi ce que l'on voit dans les écoles? C'est que ça tourne toujours autour de l'éducation de tous les jours. Aussi, bon, leur gentillesse, leur partage, et aussi peut-être que aussi de leur présenter des écoles et pour parler donc qu'est-ce que c'est, quel est le contexte de leur école, quel est le meilleur contexte pour l'école. Alors, après les pensionnats, bon, c'était pas inclusif, beaucoup. Il y avait aussi des violences sexuelles ou mentales aussi, et tout cela. Enfin, on se concentre sur beaucoup de choses sur lesquelles pensionnats. Ça peut être une bonne transition pour s'étendre sur le sujet à mesure que les étudiants en apprennent davantage. Et aussi, on parle aussi de se sentir en sécurité, de savoir les étudiants veulent savoir pourquoi est-on en sécurité, comment transmettons ce message, d'être dans un espace sécuritaire et de parler des choses, enfin, aussi de donner les premières connaissances aux survivants, aux aînés. Il n'y aura jamais de honte ou de retenue si on veut rechercher les connaissances. Enfin, il ne devrait pas y en avoir. Alors voilà, donc je pense que cela répond. Et enfin, Natacha, je vais demander de la laisser se présenter même. Natacha. Bon, d'abord, c'est bien te présenter. Comme tu es arrivé un peu plus tard, je vais te laisser te présenter à tous. OK, très bien, merci. Je veux dire que je suis francophone, alors donc c'est un peu difficile pour moi de parler anglais. Et aussi, excuse-moi. Natacha, sois bien à l'aise si tu veux parler français. Nous avons de l'interprétation simultanée.
Donc, ça me fait plaisir de me joindre à vous. Désolée pour le petit délai, là. Donc, moi, je suis agent de développement pour le Centre autochtone du campus d'Edmundston, puis un des dossiers qui est vraiment, vraiment le cœur du centre, c'est vraiment au niveau des ressources. Donc, de donner des ressources pour les professeurs pour qu'ils puissent faire l'intégration en salle de classe. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment me joindre au panel pour entendre peut-être les réactions de ceux qui ont beaucoup d'expérience pour le sujet et de voir peut-être des stratégies ou des façons de faire ou peut-être des petits bijoux de ressources qui pourraient être partagés. Je peux aussi partager ce que moi j'ai de mon côté. Ça va me faire plaisir d'envoyer la liste des ressources. Mais c'est ça. Donc, en gros, c'est ça. Des rétroactions peut-être de d'autres intervenants, c'est que quand on essaie de faire l'intégration, puis qu'on veut le faire par la voix des personnes, donc si on veut inviter, exemple, un membre d'une Première Nation à venir livrer un message, ce que je trouve parfois un petit peu pas évident à déterminer, c'est que comment est-ce qu'on fait pour reconnaître des ressources ou des personnes? Comment est-ce qu'on s'y prend pour trouver dans les communautés les elders qui sont reconnus pour soit des types de leçons ou soit des apprentissages spécifiques? Mais j'aimerais savoir comment est-ce que les gens procèdent habituellement. Donc, quand ils font l'intégration en salle de classe, est-ce qu'ils font intervenir des membres de la Première Nation ou des membres soit métis ou inuits dans les classes? Puis comment est-ce qu'ils le font? Comment est-ce qu'ils trouvent les personnes ressources? Merci. Désolé, désolé. Oui, eh bien, lorsque je parle des tombes donc, non identifiées, lorsqu'on a alors les cimetières, les tombes qui ont été trouvées, qui ont été alors mes étudiants sont arrivés puis 5 ou 6 étudiants aussi de troisième, quatrième année. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit, ils ont posé des questions. Ils étaient, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que les cimetières, les tombes, comment sont-elles associées aux écoles? Pourquoi il y avait des écoles? Pourquoi il y avait des tombes? Pourquoi des cimetières dans les écoles? Je pense que pour moi, ça a commencé. Les enfants avaient des questions. Ils ont présenté leurs questions et puis essentiellement, je leur parlais, je disais aussi, les étudiants, lorsqu'ils étaient à l'école, il y avait bon nombre de raisons pour lesquelles, vous savez, les étudiants peut-être étaient décédés à l'école. En fait, ça a commencé dans une discussion dans la salle de classe. Alors, donc, je vais voir quel genre de questions ils allaient avoir. Et ensuite, j'ai donné des réponses ce à quoi je pouvais répondre, j'y ai répondu. Et aussi, on a examiné certains aînés dans la communauté qui pouvaient partager leur histoire. Et je pense que, vous savez, comme par exemple, c'est selon où se trouvait le pensionnaire, si la famille vivait dans une région éloignée, et peut-être au début des pensionnats surtout, il n'y avait aucune façon de communiquer rapidement aux parents pour faire savoir que si leurs enfants étaient malades ou avaient attrapé une maladie ou quoi que ce soit. Alors, simplement, il y a différentes raisons pour lesquelles les enfants sont morts dans les écoles. Vous savez, je pense qu'il faut, il faut être honnête avec les enfants. Il y a bon nombre de raisons pour lesquelles ça aurait pu se produire. Alors, et je dois dire, donc, la réalité, c'est que
beaucoup des histoires de survivants que l'on a entendues pendant la commission de la vérité et de la réconciliation. On a dit que beaucoup des survivants parlaient de ces histoires et certains gens ont peut-être les ont pris au sérieux et peut-être il y a d'autres gens qui ne les ont pas pris au sérieux. Alors, mais que lorsque ces tombeaux non identifiés ont fait surface, les gens se sont rendus compte que les enfants ont eu beaucoup de discussions à savoir pourquoi et pourquoi ça se continue de se produire. Ça s'est produit et pourquoi ça a continué de se produire. Enfin, peu importe là où c'était situé, ces pensionnats, là où cela a été reconnu. Et puis, ce n'était pas identifié. Alors, j'ai trouvé que dans ma situation personnelle, dans mon école, les enfants participaient à la session. Et parfois, bon, on entendait des histoires qu'ils ont partagées avec qu'ils savaient, qu'ils avaient entendues dans leur famille. Et avant, donc, il faut l'entendre, il faut en parler et puis il faut le reconnaître. Merci. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Bon, en fait, oui. Je pense que ce que tu dis, c'est de demander la participation de la communauté. Vous savez, d'impliquer la communauté, c'est très important. Et aussi pour bâtir la communauté. Et d'abord, ce que cela, c'est que d'essayer de où cela peut être un sujet. Ce n'est pas que tous les étudiants vont être à l'aise de parler de cela. Mon expérience, c'est que je travaille dans une école de la garderie jusqu'à la 6e année, le jardin d'enfance. Et puis, il y a des âges où le niveau de compréhension de la mort et puis des tombes non identifiées, c'est très différent. Alors, donc, il faut demander la participation de la communauté. Je pense que vraiment, dans la salle de classe, dans le webinaire ou à la maison, les éducateurs sont là pour vous guider. Mais c'est certain qu'on n'a pas toutes les réponses, comme on l'a dit plus tôt. On ne sait pas tout. Et c'est acceptable, c'est correct d'être capable d'être là pour les étudiants, de parler de ce que de le plus important et puis d'entendre aussi et de bâtir cette relation éducateur et étudiant. Ce qui se produit avec le temps, c'est que la façon dont j'en parle toujours, c'est que d'abord de ma famille, mais aussi il y a beaucoup de réflexions. On parle de comment on se sentait lorsqu'on a entendu ces histoires. Et les éducateurs, je pense que c'est très important d'avoir cette connexion avec les étudiants pour parler des émotions et de reconnaître cela. Alors, merci pour avoir partagé cela. J'apprécie vraiment avoir entendu ceci qui ressort dans la discussion. L'une des choses que j'ai remarquées lorsque j'enseignais, c'est que alors qu'il nous fallait parler de l'inimaginable, des enfants qui meurent dans des endroits où ils sont supposés être où ils sont à l'école en train d'apprendre. Les étudiants, les élèves, enfin, ils prennent cette information et ça a rendu les choses très clairement qu'avant que nous entrions dans le travail pour nous exprimer, c'est que nous avons fait une pièce sur les contributions. On a entendu donc sur les pensionnats où les enfants étaient morts et d'apprendre quelque chose sur les contributions de ces gens-là, de ces enfants et dans le pensionnat. Et vraiment, il a fallu, c'était nécessaire de faire ressortir la force de déterminer, de comprendre les contributions des Autochtones, que ce soit à la propre nation ou au Canada. Alors, de façon à ce que les étudiants se rendent compte que on veut pas que les Autochtones soient perçus comme étant des victimes, même s'ils étaient des victimes. Trouver cet équilibre-là, je sais que la plupart de nos enseignants sont autochtones, enfin, ne sont pas autochtones. C'est la façon dont les choses
Bon, la courbe d'apprentissage va être très abrupte. Et puis, il faut permettre autant, surtout les Blancs. Alors, je pense que pour parler des enseignants de race blanche, ce sera très important pour vous de reconnaître votre position comme étant privilégié, étant privilégié que cela fait partie du problème. Alors, plus à l'aise on peut être comme personne de race blanche pour vraiment aborder ce sujet à nos ancêtres et parfois simplement que ce soit des gens qui sont reliés à nous, mais aussi de reconnaître que cela essaie d'être le plus à l'aise possible dans ce contexte et grâce à la technologie, enfin, tout ça prend cette courbe d'apprentissage est abrupte. Merci, Sylvia. Je pense que c'est une excellente occasion de passer à la période de questions. Maintenant, nous allons passer à la période de questions. Et le panel, donc, vous allez répondre à les questions. Alors, Bozo. Donc, ça, c'est Stéphanie Paquette. Qu'est-ce que vous allez recommander? À partir de quelle année? Quelle année scolaire on devrait parler des pensionnats? Bon, pour répondre à la question, personnellement, je pense qu'à n'importe quel âge, que ce soit au jardin d'enfance, à l'école maternelle ou bon, n'importe quel moment. Alors, à savoir que ce soit comme vous présentez les valeurs et les convictions, et aussi quelles sont les atrocités qui ont eu lieu et comment on peut tirer des leçons de cela. Je parle pour moi-même. J'aime bien parler d'écouter lorsque les gens, donc, il y a dans la version orale, mais aussi d'entendre. Alors, l'une des choses, mais en France que j'ai entendu, c'est on veut entendre pour comprendre plus que d'écouter pour répondre, d'entendre les témoignages, d'entendre les histoires, que ce soit de la maternelle à la deuxième année, de parler et d'être en mesure d'entendre, d'écouter les histoires, que ce soit qu'on trouve des réponses ou pas. Je pense que c'est super important. Je pense qu'honnêtement, ça peut être n'importe quelle année, dans la mesure où vous les présentez d'une façon appropriée. Je suis d'accord avec toi, Gavin, à ce sujet-là. Je pense que pour parler du niveau de compréhension de je ne sais pas, donc, je ne sais pas à quelle année je recommanderais de commencer. Je pense que les petits-enfants peuvent comprendre les choses aussi, aussi qu'ils peuvent réagir d'une façon appropriée. Je regarde mes petites filles donc, il y en a une qui a 9 et l'autre 9 ans et l'autre 6 ans. Elles ont des questions. Elles ont des questions sérieuses, des grandes questions. Bon, je prends, c'est comme ça que j'apprends à répondre. Et dans la salle de classe, j'ai eu beaucoup d'enfants de 7 ans et 8 ans qui me posent des questions concernant les pensionnaires. Et ils ont entendu des histoires dans leur famille. Et peut-être qu'ils ont eu des parents qui ont été dans des pensionnats et puis voulaient en savoir davantage. Pour moi, en grandissant, j'ai su cela. Mon père et ma mère parlaient de son expérience dans les écoles, dans un pensionnat quand elle a grandi. Et elle me racontait des histoires, mais elle disait que donc, elle disait l'école, elle ne disait pas pensionnat, elle mentionnait pas le mot pensionnat, elle disait école. Mais elle m'a raconté des histoires. Et vous savez, je pense que lorsqu'une personne est intéressée et qu'elle veut en savoir davantage, les élèves veulent en savoir davantage. Donc, on peut élaborer des réponses, ce que l'on peut partager avec eux à leur niveau. Et on part de là. Je sais que mes étudiants plus âgés, lorsqu'on parle de développement de notre nation, pour parler de sujets plus vastes, plus élargis, on a l'occasion de parler de l'histoire du sujet, comment notre nation a été formée, le développement, les nombres de traités et qu'est-ce que cela voulait dire. Et aussi, mettre ça en perspective avec les gens
autochtones et non autochtones qui se rassemblent. J'ai participé avec des échanges de culture avec mes étudiants où on était en partenariat avec d'autres écoles et nous avons eu d'autres écoles voisines qui voulaient en savoir davantage sur les contextes autochtones aussi. Ils voulaient entendre la perspective autochtone d'une façon, ils voulaient l'entendre d'une façon authentique. Enfin, donc, c'était mieux que simplement de parler, et aussi de les apprendre à les connaître. Alors, on a appris à connaître certains de nos voisins dans des endroits voisins et nous avons partagé. Mes enfants autochtones ont partagé leur contexte, leurs histoires, qui ils étaient, et c'est avec d'autres étudiants. C'est intéressant parce que lorsqu'on rassemble des gens ensemble, on trouve des points communs. On trouve des façons de comprendre, de saisir les différences culturelles. Et enfin, on partage, car on veut que nos enfants apprennent les uns des autres également. Et dans mon école, si on veut apprendre certaines choses, on va présenter des gens qui ont des réponses. On va faire venir des aînés, mais des aînés, pas simplement pour un aîné, pour faire venir un aîné, mais un aîné de qui on peut apprendre quelque chose. Alors, si vous allez faire venir un aîné dans votre salle de classe, il faut être prêt à les écouter, à écouter leur histoire, et c'est d'une façon authentique. J'aime beaucoup Natacha. Faire venir, pour moi, sur mon expérience avec mes étudiants, c'était absolument nécessaire de faire venir des aînés dans la salle de classe. Et car, pour de nombreuses raisons, c'était une influence, une réflexion, mais à cause de l'invité autochtone que nous avons invité dans la salle de classe, ils ont choisi avec soin, les étudiants, les élèves ont écouté plus intensément, je crois, que lorsqu'un aîné parlait. Et aussi, autre chose, lorsqu'on parle des pensionnats autochtones, c'est que si vous n'avez pas quelqu'un de la communauté, peut-être ce serait pas toujours nécessairement un pensionnat, un survivant de pensionnat, ça pourrait être aussi quelqu'un qui a des connaissances voulues, ça peut être aussi un survivant intergénérationnel. Alors, aussi, quelqu'un qui connaît l'expérience et pour moi qui a vécu, et pour moi l'éthique qui est à l'appui de la compréhension était supérieure. C'était, disons, le partage, ce qui s'est passé. Et puis, quand la personne, on va entendre une aiguille tomber, et les enfants étaient touchés non seulement par leur tête, mais aussi par leur cœur. Cette expérience, je sais donc c'était pas quelque chose oubliable. C'était quelque chose disons que c'était transformateur. Et à mon avis, l'éducation, ça doit transformer. Il doit y avoir une intégration de la tête et du cœur pour que, autrement, les enfants, et de façon à ce que les étudiants et les élèves et les parents. Très bien. La question suivante, nous avons plusieurs questions concernant l'appropriation culturelle. Je pense que c'est très important que ce soit dans sa classe ou dans la société canadienne, ces questions-là. Donc, être accusé d'appropriation culturelle, c'est une grande préoccupation aujourd'hui, je suis d'accord. Et puis, comme personne de race blanche, je peux enseigner les arts et la culture autochtone, comme par exemple, ou alors, comment comment on peut utiliser, est-ce que c'est manquer de respect? Quelqu'un peut répondre à cela? Natacha, oui, OK. OK, vas-y, Natacha, vas-y. On va voir aussi, ce serait très intéressant d'entendre la première question aussi. Pour moi, ce que je peux dire, c'est que l'appropriation, c'est quelque chose que l'on transmet à quelqu'un. Mais
C'est une... je m'excuse, le son, parfois. Yes. Yeah. Oui, No, of oui. course. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Encore à titre de personne autochtone, de vivre dans une ville et puis non pas dans la communauté, c'est une réalité différente avec les peuples autochtones. Et ça, cela dit, enfin, l'appropriation culturelle, ça existe. Et enfin, je suggère que si vous êtes un enseignant non autochtone et que vous enseignez, certainement, bon, ça c'est étonnant. C'est vraiment un grand pas à faire pour de regarder les étudiants, d'enseigner la culture autochtone, que vous soyez autochtone ou pas. Cela dit, je pense que c'est important de faire venir les éducateurs autochtones qui aussi parce qu'à cause du poids que cela dans les enseignants, je pense que pour ça, ou dans d'autres cultures, il y a plusieurs enseignements, que ce soit ici à Winnipeg ou à Ottawa, où j'ai appris. Alors, il y a certainement d'autres différentes connaissances et enseignements avec certains de ces arts, ces artisans, ces artisanats. Est-ce que vous animez à titre ou est-ce que vous enseignez? Alors, pour répondre à la question, moi, ce que je crois être que la personne autochtone, à titre de personne autochtone, enseignant, donc, ce n'est pas nécessairement d'enseigner les artisans avant d'avoir une mise en temps. Alors, de faire des enseignements, il faut faire attention. On devrait parler donc aux éducateurs. Donc, je pense que aussi, je pense que beaucoup d'Autochtones ici vont être très reconnaissants de parler à vos étudiants. Merci. Je voulais ajouter donc, à cela. Je pense que il y a quelque chose que l'on doit dire pour apprécier une culture et si vous voulez faire quelque chose comme elle a dit, donc, de faire peut-être de fabriquer un artisanat, disons un attrapeur de rêves. Alors, donc il ne faudra pas s'inquiéter de genre de choses. Et oui, donc, si vous voulez, donc vous voulez un projet d'art, d'artisanat, encore une fois, de rejoindre, d'essayer de communiquer les aînés dans la communauté ou des membres de la communauté pour leur participation et aussi, comme par exemple, dans mon école, nous avons une journée de journée culturelle où on faisait venir des étudiants d'autres écoles et on leur enseignait comment faire des cerfs-volants. Et puis, donc, c'est pas une appropriation culturelle parce que je pense que ça, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais enfant, dans ma famille. Lorsque ma grand-mère a appris à faire, des cerfs-volants, et me l'a enseigné, et puis on l'enseignait maintenant aux étudiants. Mais le fait de faire un cerf-volant fait que les étudiants non autochtones qui apprenaient comment oui, bon, ça ne fait pas partie de la culture d'expérimenter parce que, OK, parce que l'enseignait comme une réalisation culturelle. Donc, ça, c'est quelque chose de traditionnel. Alors, donc, nous l'enseignons, on le montre. On veut faire, bon, je pense que ce sont des éléments. Alors, donc, ça, c'est avec quoi nous avons grandi et, en hiver. Alors c'est peut-être pas Cerf-Volant dont elle parlait, alors je ne sais pas. C'est simplement de parler que c'était un talent traditionnel et on continue aujourd'hui faire des. Donc, c'était pas pour nous d'avoir aussi des aînés qui viennent, aussi d'avoir d'autres gens qui comprennent. Ça dépend. Que vous entrez. Si vous essayez simplement d'apprendre les arts et les cultures de quelqu'un d'autre, donc, à savoir donc, pourquoi vous le faites-vous? Dans notre cas, c'est simplement aussi de le faire. OK.
Thank you, Maxine. I think we have one more question, if time permits. The question is, again, On a une dernière question. Teacher, I should not teach the Seven Grandfathers teachings, but my school board has a manual. I'm confused. That's really interesting. I'd like to pass that on to someone else. That'd be great. Okay, I just want to say something about this. J'aimerais dire quelque chose par rapport à ça. Les 7 enseignements sacrés, ils sont appelés sacrés parce qu'ils sont sacrés. Et ils ont du sens. C'est pas quelque chose qui devrait de l'art ou des règlements de classe. Ce serait la même chose que de quelqu'un d'autre, d'enseigner quelle que soit une autre religion, d'enseigner la religion de quelqu'un d'autre et de penser que de faire une sorte des règlements de classe, certains enseignements sacrés. Si vous allez le partager avec votre classe, mais si vous allez le partager avec votre classe, faites-le de la bonne manière. Amenez quelqu'un sur ces enseignements et si vous avez approché un aîné, vous l'approchez, vous observez les protocoles pour cet aîné dans ce territoire, dans ce domaine. Et vous approchez l'aîné de manière appropriée, vous demandez leur guidance et ils vont vous montrer la meilleure façon d'enseigner. À partir de là, une fois que les enseignements sont donnés et vous, comme éducateur, vous avez appris et que vous avez dans votre cœur de faire, alors vous pouvez l'enseigner. Et si on vous a montré comment le faire, alors vous pouvez le faire, vous pouvez le passer à vos études, mais d'essayer d'apprendre d'un manuel, c'est quelque chose que vous n'avez pas, qu'on vous a pas enseigné de manière appropriée. Alors, pour moi, c'est pas authentique. Si vous devez le faire, vous le faites de façon appropriée, avec les bonnes instructions. Et encore une fois, c'était pourquoi vous faites ce que vous faites. Can I just add something? I know we're out of time. Je sais qu'on n'a pas le temps, mais je peux ajouter quelque chose. Mais pour les enseignants qui ne sont pas autochtones et qui ont peur de ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire, que ne vous pouvez faire, mais il y a quelque chose que vous pouvez toujours faire sans être préoccupé des conséquences, et c'est de soutenir et de devenir un défenseur des droits des enfants autochtones en apprenant les circonstances actuelles et qui soient dans vos campagnes activement pour améliorer leur vie. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un de la communauté, mais vous pouvez apprendre ces choses vous-même avec vos étudiants. Ça peut être incroyablement sens pour responsabilité, nos leaders pour aider. Si vous savez, vous n'aurez pas une seule personne autochtone qui va vous dire que c'est pas correct. Vous serez comme en représentant notre culture que nous voulons, des citoyens comme nous, on veut décoloniser. C'est une façon super pour le faire. Ils peuvent le faire en la maternelle, ils peuvent faire des cartes postales, ils peuvent écrire, ils peuvent faire tellement de choses. Et vous pouvez être fier de vous-même parce que vous ne les aidez pas seulement, mais pour faire autant pour répondre au racisme systémique. Merci, je n'aime pas
Je déteste être la personne qui va arrêter ça parce que nous savons des questions auxquelles on n'a pas répondu, mais on n'a pas assez de temps. Alors, j'encourage tout le monde à garder cette conversation, le flot de conversation, continuer. On retourne aux écoles et quand on approche la semaine de la vérité de la réconciliation qui pensait, et tiens à exprimer ma gratitude à Maxine, Sylvia, Natacha et Gavin pour leur participation à l'événement d'aujourd'hui, pour avoir été si ouverts avec vos conseils, vos expériences et vos avis. Ça a été une expérience superbe. À tous les enseignants qui nous regardent, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci pour vos questions réfléchies, pour avoir pris ce temps. Nous espérons que vous serez en mesure d'appliquer en classe ce que vous avez appris aujourd'hui et que vous pourrez constater qu'il existe. Je vous souhaite le meilleur pour la nouvelle année et j'espère que vous aurez une excellente journée. Merci.